Alors, bonjour à tous. Suite au cours de la semaine dernière en complément d'analyse où je n'ai pas déclenché l'enregistrement au début du cours, mais plutôt vers le milieu parce que c'est plus marrant comme ça, je propose donc cette vidéo de complément qui va revenir sur l'exercice 19 qu'on a commencé par corriger lors du cours, et donc pour vous en fournir un enregistrement de la correction. Donc dans cet exercice 19, on va s'intéresser à la démonstration de ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique, qui dit la chose suivante: si je prends n réels strictement positifs, que j'appelle les AI ici, alors ce qu'on appelle la moyenne géométrique des AI, c'est-à-dire le produit pour i allant de 1 à n des AI, le tout à la puissance 1 sur n, est majoré par ce qu'on appelle, et ça vous la connaissez déjà, la moyenne arithmétique des AI. Donc 1 sur n fois la somme des AI. Pour faire ça, on va appliquer le théorème des extrêmes alliés à la fonction suivante. On va regarder la fonction qui a un vecteur de Rn associe le produit de ses coordonnées sous la contrainte que le vecteur de Rn en question, x, doit être dans l'ensemble K, donc c'est l'ensemble des points de Rn dont toutes les coordonnées sont strictement positives et dont la somme fait 1. Autrement dit, donc ici j'ai reproduit l'énoncé, donc ça c'est la fonction f, k c'est cet ensemble-là, et vous voyez qu'on peut l'écrire comme g-1 de 0, l'ensemble des points où la fonction g s'annule, ou la fonction g, ce serait la fonction définie sur l'ouvert de Rn, R plus étoile puissance n, donc l'ensemble des points de Rn dont toutes les coordonnées sont strictement positives, et qui à un tel point associe la somme des xi moins 1. Donc là, on est clairement dans le cadre d'application du théorème des extrêmes alliés. Et dans la première question, on nous invite à regarder quel est le maximum de la fonction f sur cet ensemble K. Alors, pour se fixer un peu les idées, à quoi il ressemble K? On peut faire le dessin assez facilement quand n égale 2, je ne vais pas me risquer à faire des dessins dans Rn. Euh, En fait, K, c'est l'ensemble des points du coup dans R2, x1, x2, tels que x1 et x2 sont tous les deux strictement positifs, donc on est dans ce cadran-là, et x1 plus x2 égale 1, donc ça veut dire x2 égale 1 moins x1. Donc si là j'ai 1 sur l'axe des ordonnées, ici j'ai 1 sur l'axe des abscisses, K, c'est lui. C'est cet intervalle, ce segment sans les extrémités. Et on s'intéresse à la fonction. Ça c'est le dessin de R2, et on s'intéresse à la fonction x1, x2 restreinte à ce sous-ensemble de R2. Et on se demande, est-ce qu'il admet un maximum quelque part, et si oui, quel est-il? Donc, que nous dit le théorème des extrêmes alliés? Le théorème des extrêmes alliés nous dit que si... Alors, donc vous l'avez peut-être appelé plutôt théorème des multiplicateurs de Lagrange en optimisation, c'est la même chose. Par le théorème des extrêmes alliés ou le théorème des multiplicateurs de Lagrange, comme vous préférez, on sait que si f restreinte à l'ensemble K a un maximum en un point, mettons A, alors... Ah oui, j'ai omis de le dire, mais c'est parce qu'on commence à être vraiment habitué. Les fonctions f et g, elles sont toutes les deux polynomiales sur Rn, donc elles sont C1. Donc f et g, elles sont C1, on est donc bien dans le cadre d'application de notre théorème. Et du coup, on peut l'appliquer. Et si f a un extrémum en un point de K, alors il existe un réel lambda, le multiplicateur de Lagrange, il existe lambda dans R, tel que df de A, donc la différentielle de f en A, soit égale à lambda fois la différentielle de g en A. Autrement dit, donc vu que ce sont des fonctions de Rn dans R, df de A, elle est représentée par sa jacobienne, par une matrice ligne
dont les coefficients sont les df sur dxi de a, les dérivées partielles de f en a. Et pareil, dg de a, c'est une application d'un ouvert de Rn dans R. Donc dg de a est représenté par une matrice ligne, la jacobienne, dont les coefficients sont les dérivées partielles de g en a. Donc dire que df de a c'est lambda fois dg de a, ça revient à dire, encore une fois via les représentations matricielles, que la jacobienne de f en a c'est lambda fois la jacobienne de g en a, ou pour le dire en termes de dérivée partielle, pour tout i entre 1 et n, df sur dxi en a doit être égal à lambda fois dg sur dxi de a. Il nous reste donc à calculer df sur dxi de a et dg sur dxi de a. Alors, c'est qui df sur dxi quand i est un entier entre 1 et n? Bien, f de x1 patati patata jusqu'à xn, c'est x1 fois x2 fois etc. jusqu'à xn. Donc df sur dx1, c'est x2 fois x3 fois etc. jusqu'à xn. df sur dx2, c'est x1 fois x3 fois etc. fois xn. etc. etc. Donc de manière générale, df sur dxi, c'est le produit des xj pour tous les j différents de i. Et donc df sur dxi de a, c'est le produit pour j différents de i des xj. Et de plus, puisque a appartient à grand K, toutes ces coordonnées, tous les AI, puisque a, on va le noter A1, etc., jusqu'à AN, ce qui veut dire que ici, excusez-moi, puisqu'on calcule la dérivée partielle en A, c'est le produit des AJ. Et donc, tous les AJ étant non nuls, on peut réécrire ça sous la forme le produit de tous les AJ divisé par AI. Donc en fait, on retrouve F de A divisé par AI. D'un autre côté, qui est dg sur dxi de a? Bah, cette fois, g de x, c'est la somme des coordonnées x1 plus x2 plus patata plus xn moins 1. Donc si on dérive le moins 1, c'est une constante, il disparaît et il reste plus que 1. On remarque au passage que du coup, dg de a, ça fait 1 pour tout i et pour tout a, donc la différentielle de g en a, elle est non nulle, donc on vérifie bien les hypothèses de notre théorème. J'aurais dû écrire ça, je suis désolée, c'est pas dans l'ordre. La jacobienne de G en A, c'est la matrice ligne à n colonnes où il n'y a que des 1, donc elle est non nulle, donc on ne peut appliquer le théorème des extrêmes alliés. Ok, donc il nous dit donc, ce théorème des extrêmes alliés, que si A est un extrémum de F, restreint à K, alors il existe lambda tel que, et donc si on réécrit la condition en fonction des AI et des dérivées partielles, on doit avoir le produit pour i différent de j, j différent de i, des a. Alors on avait trouvé une façon plus pratique de l'écrire, c'était f de a sur i. Donc pour tout i entre 1 et n, ai est supérieur à 0 et f de a sur ai, ça c'est la dérivée partielle de f par rapport à xi appliquée en a, c'est égal à lambda fois la dérivée partielle de g par rapport à xi en a, et la dérivée partielle de g, on a dit c'est 1. Et on doit de plus savoir, puisque a appartient à k, que la somme des ai, ça fait 1.
Ça, ce sont les conditions que doit vérifier un extrémum de f restreint à k. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit déjà que lambda, il est non nul, puisqu'il est égal à f de a qui est strictement positif divisé par ai qui est strictement positif. Et ici, cette égalité nous dit que si je multiplie de chaque côté par ai et que je divise par lambda, ce que je peux faire puisque ce sont des nombres strictement positifs, donc non nuls, j'obtiens que pour tout i entre 1 et n, ai égale lambda sur f de a sur lambda. Autrement dit, s'il y a un extrémum de f sur k quelque part, alors c'est en un point où toutes les coordonnées sont égales. A1 égale A2 égale etc. jusqu'à AN. Égale à quoi? Égale à f de a sur lambda. Alors le problème c'est que on connaît pas encore A justement et on connaît pas encore lambda. C'est là qu'on va utiliser cette deuxième condition. Puisqu'ils sont tous égaux, A1 plus A2 plus etc. plus AN, c'est égal à A1 plus A1 plus A1 n fois. Donc c'est n fois A1. Or, la somme des AI, on a dit que ça devait faire 1, donc n fois 1 égale 1. Donc au final, tous les AI doivent être égaux, et ils doivent être égaux à 1 sur n. A1 égale A2 égale patati patata égale AN égale 1 sur n. Donc si f admet un extrémum, en particulier si f admet un maximum quelque part sur k, c'est forcément le point 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, n fois. Maintenant, on n'a pas démontré que ce maximum existe. On a juste dit, c'est le problème du théorème des extrémaliers, s'il existe, c'est forcément celui-là. Ok, alors maintenant, pourquoi f devrait admettre un extrémum sur k? Là, on va utiliser un argument classique pour démontrer l'existence d'extréma, qui n'a rien à voir avec le calcul différentiel, qui vient en fait plutôt de la topologie, comme vous avez vu au premier semestre, c'est la compacité. On sait que si une fonction est continue sur un compact, elle est bornée, elle atteint ses bornes. Donc en particulier, elle a un maximum et elle a un minimum. Alors le problème qu'on a ici, c'est que K n'est pas un compact, pas directement. Pourquoi c'est pas un compact? Alors on va voir que K, il est borné, c'est pas ça le problème. On sait aussi un fermé borné dans Rn, c'est un compact. Donc il suffit qu'on montre... Donc pour trouver un compact, il suffit de montrer que c'est fermé borné dans Rn. Or K, c'est pas le cas, parce qu'il n'est pas fermé. C'est le cas de le dire. Il n'est pas fermé à cause de cette condition-là. Vous voyez ici, si je prends une suite de points de K, je peux trouver une suite de points de K qui tend vers le point 0,1 ici, qui appartient pas à K. Et vous allez me dire, c'est bizarre quand même, parce que G, c'est une fonction continue sur Rn, et K, c'est G-1 de 0, donc attention, G, elle est définie ici sur l'ouvert R plus étoile à la puissance n. Donc cette écriture nous permet juste de dire que K, c'est un fermé de cet ensemble, pour la topologie induite, vous vous rappelez, l'affreuse topologie induite du premier semestre. Donc, il n'y a pas de contradiction ici, K n'est pas un ouvert. N'est pas un fermé, c'est pas non plus un ouvert, mais c'est pas un fermé. Il est borné, mais il n'est pas fermé, donc on ne peut pas directement utiliser la compacité de K et la continuité de F pour dire qu'il existe forcément un maximum. À la place, on va donc regarder un autre ensemble, on va regarder K bar. Considérons l'adhérence de K, K bar. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est existe-t-il, enfin F admet-elle un maximum sur K? Alors, considérons l'adhérence de K, K bar. C'est qui K bar?
K-bar, ça va être le plus petit fermé qui contient K. Donc, si vous n'en êtes pas convaincu, je vous laisse vérifier que K-bar, c'est l'ensemble des vecteurs de Rn dont toutes les coordonnées sont non pas strictement positives, mais positives ou nulles. Donc en quelque sorte, on rajoute les bords. Vous vous rappelez, c'est un peu la technique habituelle pour trouver l'adhérence, mais je vous laisse le montrer proprement. Et qui vérifie la même équation que K, c'est-à-dire la somme des xi doit être égale à. Donc, dans R2, c'est comme si on avait rajouté les deux points de part et d'autre du segment. Dans R3, ce sera un peu plus compliqué parce que dans ce cas-là, K serait une sorte de tétraèdre rectangle sans son bord et on devrait rajouter toutes les faces. Et en dimension supérieure, on devrait rajouter des hyperfaces. Donc voilà. K-bar, c'est lui. Je vous laisse le vérifier. C'est le plus petit fermé de Rn qui contient K. Donc K-bar, il est fermé par définition de l'adhérence. Et borné. En effet, si je prends un x dans K-bar, alors la norme 1 de ce vecteur x, elle est donnée par la somme des valeurs absolues des xi, pour i allant de 1 à n. Or, puisque x est dans K-bar, les xi sont tous supérieurs ou égaux à 0, donc ça en fait c'est juste la somme des xi pour i allant de 1 à n. Et on vient de dire que ça faisait 1. Donc ce qu'on a montré, c'est que K-bar, il est inclus, c'est une partie de la sphère unité pour la norme 1. Et comme toutes les normes sont équivalentes, donc en particulier, pardon, il est contenu dans la boule fermée unité pour la norme 1. Et comme toutes les normes sont équivalentes sur Rn, ça nous montre que K-bar est borné. Et du coup, puisque Rn est de dimension finie et que K-bar est fermé et borné dans Rn, on en déduit que K-bar est un compact de Rn. Puisque Rn est de dimension finie, ceci implique que K-bar est compact. Dans Rn. Or, la fonction f, elle est continue sur K-bar, elle est continue sur Rn tout entier. Puisque, encore une fois, c'est un polynôme. Donc, f, elle est continue sur un ensemble compact de Rn, donc f restreinte à cet ensemble, f restreinte à K-bar, admet un minimum et un maximum, et ce qui nous intéresse ici, c'est le maximum. Enfin, elle atteint son maximum sur K-bar. Alors vous allez me dire, oui, très bien, mais nous, on était intéressés par un maximum sur K. Alors, d'un autre côté, on vient de démontrer que soit... Donc elle admet un maximum sur K-bar, et on va dire qu'il est atteint en un point x étoile de K-bar. Et la question maintenant, c'est est-ce que x étoile, il est dans K, ou est-ce qu'il est pas dans K? Alors là, il peut se passer deux choses. Soit x étoile appartient à K, et dans ce cas-là, c'est un extrémum de f sur K, et on a vu que qu'alors, x étoile, ça devait être le point 1 sur n, 1 sur n,
n fois. Soit x étoile, il appartient pas à K bar. Il appartient à K bar, évidemment, pardon, mais il appartient pas à K. Alors, ça veut dire que l'une de ces coordonnées est nulle. Donc si je l'appelle x1 étoile, x2 étoile, etc. S'il n'est pas dans K, ça veut dire qu'il est dans les points de K bar qui sont pas dans K. Et ça, c'est les points où il y a une des coordonnées qui est nulle. Au moins une des coordonnées, peut-être plusieurs. Donc il existe I0 tel que x I0 étoile, ça fait 0. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça vaut f de x étoile? Bah, f de x étoile, c'est le produit des coordonnées, et comme il y a un 0 dedans, ça fait 0. Et ça, c'est strictement plus petit que f de 1 sur n, patati patata, 1 sur n, qui lui vaut 1 sur n puissance n. Et ça contredit le fait que x étoile soit un maximum de f sur k bar. Pardon, que x étoile, pas f, est un max de f sur k bar. On en déduit donc qu'on est dans le premier cas. Le max de f sur k bar, il est atteint en 1 sur n, etc., 1 sur n, et donc en particulier, c'est aussi le max sur k. Puisque c'est le plus grand sur k bar et que k est inclus dans k bar, c'est aussi le max de f sur k. Et donc ça, c'est bien ce qu'on veut obtenir. Maintenant, comment en déduit-on l'inégalité arithmético-géométrique? Alors, prenons n réel strictement positif. 1 patati patata jusqu'à an dans R plus étoile puissance n, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ouvert U. On veut montrer que le produit des AI à la puissance 1 sur n, c'est plus petit que la moyenne arithmétique des AI, donc 1 sur n fois la somme des AI. Alors, pourquoi ça c'est vrai? Donc remarquons que nous, on ne sait pas grand-chose sur les vecteurs de... Enfin, sur les points de R plus étoile puissance n. On sait quelque chose sur les points de K. Donc, comment se ramener à un point de K? On voudrait que la somme des AI, ce soit 1. Pour faire ça, on va pas considérer directement A1, A2, patati patata jusqu'à n. On va considérer... On va diviser par la somme des AI. Donc, posons A tilde, c'est le vecteur A, donc A1, patati patata jusqu'à AN, et je vais le diviser par la somme de tous les AI. Puisque toutes les coordonnées sont strictement positives, ce nombre-là est non nul, donc il n'y a pas de problème de définition. Et lui, par contre, A tilde, il appartient à K. Pour tout I, sa ième coordonnée, c'est AI divisé par la somme des AI, donc c'est strictement positif. Et la somme des A tilde, la somme des A tilde J, pardon, pour J allant de 1 à N,
C'est donc A1 sur la somme des AI, plus A2 sur la somme des AI, plus A3 sur la somme des AI. C'est déjà sur le même dénominateur, donc ça vous fait A1 plus A2 plus A3 plus etc. jusqu'à AN divisé par la somme pour I allant de 1 à N des AI. Donc ça fait 1. Donc A tilde, il est bien dans K. On en déduit que puisque 1 sur n fois, c'est le maximum de f sur k, et ben forcément, f de A tilde, c'est plus petit que f de 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n fois. Or, f de A tilde, c'est qui? Ben, c'est le produit de toutes ces coordonnées là, donc ça va faire A1 sur la somme des AI, fois A2 sur la somme des AI, fois A3 sur la somme des AI, etc., etc. Donc au total, ça va nous faire le produit pour I allant de 1 à N des AI divisé par la somme des AI à la puissance N. Et ça, c'est plus petit que f de 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n. Donc ça, c'est 1 sur n fois 1 sur n fois 1 sur n, n fois. Donc ça, c'est 1 sur n à la puissance n. Et du coup, si je multiplie de chaque côté par la somme des AI et que je prends la puissance nème, j'obtiens bien, comme annoncé, l'inégalité arithmético-géométrique. Et donc, c'est un exemple du type de théorèmes généraux qu'on peut obtenir facilement, relativement facilement, en appliquant le théorème des extrémalités. Donc c'est pas juste un truc qui nous permet d'optimiser des fonctions spécifiques sous contrainte, encore que c'est déjà pas mal, puisque optimiser sous contrainte, c'est un peu la définition de l'économie notamment, et de la vie. Euh, mais ça nous permet aussi de démontrer d'autres théorèmes mathématiques, comme par exemple cette fameuse inégalité arithmético-géométrique. Un autre point, une autre moralité de cet exercice, c'est attention à pas se prendre les pieds dans le tapis sur ce que dit le théorème des extrêmes alliés. Le théorème des extrêmes alliés ne dit pas la fonction a un extrémum, il est là. Le théorème des extrêmes alliés dit s'il y a un extrémum, il vérifie telle et telle condition. Et en développant ces conditions, on arrive en général à se restreindre à un nombre fini de points. Par exemple, ici, on a vu que s'il y avait un extrémum, il y avait un seul point qui pouvait marcher, c'était 1 sur n, patati patata, n fois. Mais on n'a pas encore montré que c'était un maximum. Pour ça, en général, le plus classique, c'est d'utiliser un argument soit de convexité, vous avez certainement vu ça en optimisation, soit, c'est plutôt ce à quoi on s'intéresse dans ce cours, soit un argument de compacité. C'est-à-dire si f est définie et continue sur un compact, alors elle est bornée et atteint ses bornes, donc on sait qu'il existe un maximum quelque part, et après on n'a plus qu'à tester les différents extrémas possibles qu'on a trouvés pour savoir lequel c'est qui donne la plus grande valeur de f, et ce sera forcément lui le maximum. J'espère que cette vidéo aura été claire, et je vous souhaite une bonne fin de journée et de joyeuses Pâques.